Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Diddy demande encore à être libéré sous caution. Le procureur balance des conversations incriminantes entre lui et ses victimes. Nicki Minaj fait une grosse annonce concernant Pink Friday et continue de balancer sur l'industrie. Rihanna est en guerre avec Naomi Campbell pour cette raison. Nicki Minaj nous a fait une grosse annonce en tout début de semaine. Je dirais pas que c'est passé inaperçu, mais bon, en ce moment tout le monde est un peu noyé dans l'huile pour bébé, donc c'est pas évident. Elle a écrit ce long tweet pour expliquer que finalement, après mûre réflexion, elle ne sortira pas la réédition de Pink Friday 2 ce mois-ci, voire même il y aura pas de réédition. Elle dit qu'elle vient d'enregistrer des chansons trop incroyables pour être jetées dans un deluxe. Du coup, il faut faire un tout nouvel album. Tout comme avant la sortie de Pink Friday 2, elle a fait plusieurs tweets pour créer de l'anticipation sur ce nouveau projet. Et on soupçonne que The Weeknd sera sur son album qui va s'appeler Pink Friday 3. Au départ, les gens ont pensé qu'elle repoussait son album pour jouer à cache-cache avec Cardi B et sortir son projet en même temps qu'elle. Mais visiblement c'est faux, puisqu'elle a dit que son album sortira carrément l'année prochaine. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de cette annonce? Franchement, je m'en fous de la date de sortie. Elle peut faire comme elle veut avec ça. Par contre, Pink Friday 3, c'est l'abus quand même. Je sais pas si vous avez écouté les extraits dont elle parle, Anxiety et Mamita, c'est pas des mauvaises chansons, mais c'est toujours les mêmes sonorités typiques de Nicki qu'on retrouve dans Pink Friday, l'album novateur, Pink Friday 2, l'album nostalgique, et maintenant Pink Friday 3 aussi, l'album de la meuf qui veut pas lâcher l'affaire, c'est ça? Et si on posait ses fesses au studio et qu'on créait un vrai nouvel album, avec des bangers dans la veine de FTCU par exemple? Ou alors, stratégie totalement opposée, créer un album conceptuel, pas forcément pour les charts, mais qui soit construit autour d'un thème intéressant. Je serais ok avec les deux directions, tant qu'il y a la qualité, mais Pink Friday 3, c'est vraiment l'audace. En plus, au milieu de tout ça, il y a pas mal de gens qui se plaignent de sa tournée sur les réseaux. La plainte principale qu'on retrouve à chaque fois, c'est le retard. Je pense que le show en lui-même est satisfaisant et correspond à ce qu'on vient chercher, mais le fait qu'elle soit toujours des heures en retard ou qu'il y ait régulièrement des pauses durant le show, ça fatigue. Après, je sais pas si c'est spécifique à cette deuxième partie de tournée, car c'était déjà les plaintes qu'on pouvait entendre dès le début de l'année. Sinon, à part ça, je voulais revenir sur 2-3 points par rapport au bif entre Nicki et Jay-Z. On va pas refaire le film, mais juste pour ceux qui disaient que c'est pas Jay-Z qui choisit qui fait la mi-temps du Super Bowl, qui se contente juste de proposer des choix possibles à la ville, et donc c'est pas de sa faute si Lil Wayne n'a pas été pris. Pour votre information, Jesse Collins, un des producteurs de la mi-temps, a confirmé que c'est bien Jay-Z qui prend cette décision. C'est une décision que Jay prend depuis que l'on est impliqué dans ce show, il l'a prise chaque année, et ça a été super. Il a toujours très bien choisi. Ok. Oui, parce que accessoirement, c'est son travail à Jay-Z de s'occuper de cette mi-temps et de travailler avec la NFL pour plus de justice sociale. C'est littéralement la raison de son deal à plusieurs millions de dollars. C'est peut-être pour ça qu'il y a un soulèvement de la communauté lorsque ces décisions sont incomprises. Parce que contrairement à ses prédécesseurs blancs, Jay-Z a eu ce travail pour représenter les minorités. Donc les minorités lui demandent de rendre des comptes. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pas une histoire de noirs qui se soumettent aux blancs de la NFL mais qui parlent fort sur Jay-Z. Vous parlez comme si Jay-Z n'a pas eu son travail à la NFL sur le dos de sa communauté déjà à la base. Comme d'habitude, vous, c'est seulement la mauvaise foi. Parfois, c'est pas qu'on essaye de voir des liens inexistants, c'est que les liens existent bel et bien, que vous aimiez le messager ou pas. Et quand des gens qui sont quand même dans l'industrie vous expliquent ça, vous voulez absolument pas comprendre. Après, le débat de est-ce que c'était un bon choix ou pas, on l'a déjà eu. Je respecte les avis de tout le monde, c'est chacun son appréciation. Deuxième précision que j'ai chopée pendant que Nicki faisait son craquage quotidien, cette fois concernant Tidal. Vous vous rappelez que Jay-Z avait créé Tidal, qui était censé être la nouvelle solution révolutionnaire pour contrer l'ère du streaming et redonner plus de pouvoir aux artistes sur leur musique. À l'époque, plusieurs grosses têtes avaient soutenu le projet, les proches de Jay-Z comme Beyoncé, Rihanna, Kanye West, mais aussi Nicki Minaj. Au final, Jay-Z avait quitté le navire en revendant Tidal. Pendant qu'elle insultait Jay-Z la semaine dernière, Nicki Minaj a dit qu'elle n'a jamais été payée pour toute la promo qu'elle a faite sur Tidal. Et là, quelqu'un a ressorti un article de The Shade Room disant qu'elle avait reçu plus de 8 millions de dollars en dédommagement. Mais d'après elle, c'est totalement faux. Du coup, elle balance sa version de comment son aventure Tidal s'est vraiment terminée. J'ai reçu un appel disant que Tidal a été vendu, qu'ils n'ont pas
pas gagner d'argent avec ce deal. Donc tout ce qu'il pouvait m'offrir, c'était $1 million. Mais attendez, c'est pas tout. L'avocat m'a conseillé que Desirat, c'est Désiré Pérez, la co-chef de Roc Nation. Bref, donc Desirat lui a conseillé que je devrais signer l'accord dans les 24 heures si je voulais les 1 million, ou alors l'offre serait retirée. Écoutez la fin de Fractions pour savoir quelle a été ma réponse. Donc les Barbs, merci d'avoir soutenu quelque chose à quoi j'ai participé. Je vous aime. Mais j'ai été arnaquée et on m'a offert $1 million pour me réduire au silence. J'ai refusé. La grâce de Dieu est suffisante. Je n'avais pas besoin de leur argent pour me faire taire. Gag City Los Angeles ce soir et demain soir. Mon documentaire a été aussi... 3 petits points. Elle termine pas sa phrase, mais comme je suis une gamine, je vous ai lu tout ça juste pour la fin de ce tweet. Bon, le thé sur Tidal, ça fait toujours plaisir. Comme ça, on connaît les méthodes de Jay-Z, Désiré et Roc Nation. Et ça nous montre à quel point le beef avec Jay-Z ne date pas d'hier et n'est pas aussi superficiel qu'on veut le faire croire. Genre que c'est juste de la jalousie. Who is the biggest dick in the music industry? I want to say, but it would be so real that I can't. It's 2 names that I want to say, honey. Yeah. Really? Yes, 2 guys, for lack of a better term. 2 guys, 2 men. If you want to call them that. Wishing for the kids to fail right now, but I ain't gonna. So keep it moving, and I am gonna blow up your spot one of these days. Et du coup, ce qui nous le montre aussi, c'est ce qu'elle sous-entend en parlant de son documentaire. Documentaire qu'elle avait filmé et annoncé il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Il n'est jamais sorti. Et visiblement, comme je l'avais supposé, c'est à cause de Jay-Z. Allez revoir ma vidéo sur le clash Nicki, Jay-Z et Beyoncé et Megan en option. Je suis maintenant convaincue que Jay-Z voulait signer Nicki, tout comme il a tenté de se rapprocher de tous les poulains de son ennemi Birdman, mais qu'elle a voulu rester loyale à Young Money. Et depuis là, il lui fait la guerre, si on peut dire ça comme ça. C'est plutôt que si tu es pas avec lui, tu es contre lui. Il gère son business et ses artistes, mais il ne le fait jamais équitablement. Faut toujours passer par des méthodes sombres comme payer des articles, des blogs, gonfler des chiffres d'audience, n'est-ce pas? Acheter des awards, etc. En tout cas, je vous dis, restez bloqué sur le messager, vous allez seulement rater les gossips comme ça bêtement. Cette dame-là, elle sait beaucoup de choses sur l'industrie, et son problème à elle, qui empire avec l'âge, c'est qu'elle veut pas fermer sa bouche. C'est une espèce de Monique en puissance. Quand on passe au-dessus des soupirs et des chuchotages et des voix flippantes sur Station Head, on finit par avoir des infos. Et regardez, on parle de Didi aujourd'hui, mais Nicki avait déjà tweeté sur lui à l'époque. Bref, la suite au prochain Station Head. C'est quoi le problème entre Rihanna, Naomi Campbell et Lo Roach? Vraiment, l'immaturité, c'est pas une question d'âge. Ce qui s'est passé, c'est que Rihanna, Lo Roach, le styliste connu notamment parce qu'il habille Zendaya, entre autres, et Naomi Campbell étaient tous présents à la Fashion Week. Et Rihanna, elle les a passés, quoi. Elle les a passés comme elle passe souvent devant son studio d'enregistrement. Elle a fait semblant de pas les voir. Alors que pour le coup, elle a fait des coucous à d'autres gens. Et c'était pas de la discrimination envers les top modèles, puisqu'elle s'est carrément arrêtée pour parler avec Linda Evangelista, qui était aussi présente. Non mais cherchez pas, elle leur a pas parlé, car elle voulait pas leur parler. Et apparemment, Lo Roach et Naomi ne l'ont pas trop bien pris, puisqu'ils ont ensuite fait une story légèrement insultante envers Rihanna. Ils reprennent la trend TikTok, very demure, very mindful, etc. See, we don't go to the shows like the other girls. We don't come with our tatas out or our chichis out. Very demure. Very mindful. Very cutesy. You don't give too much. Just give a little. It's not about showing yourself. It's about showing the clothes. Very demure. Very cutesy. Very mindful. Very mindful. Ok, ça correspond à la trend de dire qu'on n'est pas vulgaire, qu'on met pas ses seins dehors et tout ça, mais quand même, vu ce qui s'est passé pendant le show, et vu comment Rihanna a été habillée, avec effectivement les seins dehors, c'est un peu gros comme shade. Mais Lo Roach a directement fait une story derrière pour nier en bloc toutes les accusations. What's so funny to me is that in this universe of the internet and social media that y'all live in, y'all always think something has to be something. But something ain't always something. Sometimes something is just nothing. So stop trying to make nothing into something. You know what? Y'all need to get some business. Okay, I love you, bye.
Vous voyez, c'est ça quand vous traînez avec des shadeuses professionnelles qui sont déjà millionnaires, et puis le lendemain vous vous rendez compte que vous devez encore survivre quelques années dans cette industrie et payer votre loyer. Alors vous commencez à philosopher dans votre voiture. Bref, a priori l'embrouille n'est pas avec lui de toute façon. Par contre, il y a un historique entre Rihanna et Naomi. Vous vous rappelez, avant d'être avec ASAP, Rihanna était avec Hassan, le milliardaire saoudien, en 2017. Et apparemment, avant d'être avec Rihanna, Hassan est sorti avec Naomi. J'ai vu des articles qui rajoutaient de l'extra sauce, en mode c'était pas sérieux avec Naomi, mais quand Hassan a voulu se poser, il a mis Naomi de côté pour prendre Rihanna. Et Naomi, ça lui plaît pas d'être le second choix, genre. Ça, je sais pas si c'est vrai. En tout cas, en 2017, elles se sont unfollow, et il y avait clairement de la tension entre elles. It seems Naomi Campbell and Rihanna unfollowed each other on Instagram. No social media pics or communication either. Is everything okay between the two of them? Everything's fine. Okay. Of course it's fine. I'm an actress now, Andy. Trying to think what the beef could be about. I don't have beef. I have beef, especially with black women that I think are powerful and out there. We're all in the same thing, doing the same struggle. Ajoutez à ça que Naomi est ressortie avec Hassan après que son histoire avec Rihanna soit finie. Donc vraiment, non seulement la go s'accroche à son bif à sens unique, mais en plus elle s'est accrochée à son gars. Aujourd'hui, ils ont plus l'air d'être ensemble, Naomi et Hassan, mais visiblement la rivalité avec Rihanna persiste. Et je parle de bif à sens unique parce que Rihanna les a pas calculés une seule fois. Déjà, elle devait porter ses seins, et ça c'était pas une mince affaire. Ensuite, elle est partie inaugurer sa boutique Fenty, et il fallait qu'elle verse du shampoing dans un verre à cocktail et faire semblant que c'est normal. Donc elle a pas que ça à faire. Elle comprend juste que Naomi ne l'aime pas et elle continue sa vie. Mais de là à être en clash, c'est un grand mot. On ne déteste pas quelqu'un parce qu'on lui a volé son milliardaire. Par contre, l'inverse, oui. TMZ a obtenu la vidéo de surveillance de l'arrestation de Diddy. C'est vraiment une saga bercée au rythme des images fortes. Diddy qui se lamente au bord de sa piscine après la plainte de Cassie, ses enfants menottés pendant l'impressionnante perquisition, Diddy qui réfléchit à sa vie devant l'aéroport, l'agression de Cassie, les excuses de Diddy, et là maintenant l'arrestation. Si on voulait abattre une légende, on s'y serait pas pris autrement. TMZ, ils obtiennent toutes les vidéos sauf la bagarre de Jay-Z et Solange. C'est n'importe quoi. Bref, le gars est conforme à sa nouvelle image. Abattu, résigné, pas une course-poursuite, même pas une esquive feinte à gauche, rien du tout. Il a suivi les fédéraux sans opposer de résistance. Et oui, ok, c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est pas le moment de faire le ninja. En plus, son avocat a dit qu'il savait qu'il allait se faire arrêter et qu'il est venu à New York pour se rendre disponible pour la police justement. Bref, une bataille à la fois. Et comme je vous disais, pour le moment, son but, c'était d'obtenir sa libération sous caution en attendant son procès. Ça lui a été refusé une première fois, mais il a fait appel. Et voilà plus de détails sur le deal qu'il a proposé au juge pour négocier sa libération sous caution. On a les 50 millions de dollars, accord signé par ses fils, ses baby mama et sa mère, la mise en gage de ses 2 villas, plus la maison de sa mère, restriction de voyage limitée à des déplacements vers le tribunal, les passeports de tout le monde, l'assurance qu'il ne va pas utiliser son jet privé, assigné à domicile avec bracelet électronique, pas de visiteurs à part la famille et les amis qui sont pas soupçonnés d'être ses complices, et là vraiment le gars fait un pas vers nous, il propose pas de visiteurs femmes. Mais il est pas con, il y a ses baby mamas qui ont une dérogation, donc a priori c'est elles qui vont devoir casquer. Toutes les entrées et sorties seront documentées, aucun contact avec les témoins du procès, test de drogue toutes les semaines, voilà un peu la proposition. Mais il est ouvert à d'autres conditions. Si le juge en veut plus, ses voitures, sa fortune, un rein, il y a qu'à demander. C'est ainsi que la deuxième audience pour sa libération sous caution a eu lieu. Côté Diddy, on argumente qu'il n'est pas en danger, il n'est pas violent, il va pas s'enfuir et il a fourni assez de garanties pour le croire. Et côté procureur, pour convaincre le juge qu'il faut pas laisser sortir Diddy, ça balance goutte à goutte, comme ça, quelques éléments de preuve contre lui, histoire de comprendre à qui on a affaire. Je vous disais que la mise en examen est surtout basée sur la plainte de Cassie, et c'est le cas, mais pas seulement en fait. Les fédéraux ont amassé toutes sortes d'enregistrements, d'appels, de messages, en plus des images retrouvées pendant la perquisition. Ils parlent d'au moins une demi-douzaine de témoignages de victimes faisant acte des agissements de Diddy. Il y a des journalistes, que Dieu les préserve, qui ont assisté à l'audience et qui ont fait des retranscriptions, et ont aussi tweeté en direct tout ce qu'ils ont pu entendre. Par exemple, le procureur affirme que Diddy filmait les freak-offs pour faire chanter ses victimes, car ils ont
l'email d'une victime disant « Tu allais me faire... » 3 petits points. L'assistant du procureur refuse de dévoiler cette partie de la phrase. Donc tu allais me faire... 3 petits points. Ou tu allais faire fuiter tes trucs de freak-offs. Une autre victime a témoigné. Il a dit qu'il allait m'afficher avec la sextape. J'ai été drogué. C'est juste des exemples comme ça. Mais on a aussi des échanges entre Didi et Cassie qui datent d'après l'agression filmée par la vidéosurveillance en 2016. L'accusé avait fait un freak-offs le 5 mars 2016. Nous avons la preuve qu'une ou un travailleur du sexe était présent dans la chambre pendant l'agression. Les messages, ça donne ça. Cassie lui dit « J'ai encore des marques de dingue ». Didi lui dit « Appelle-moi, les flics sont là. J'ai 6 enfants. Yo, appelle-moi, je suis encerclé. Tu vas m'abandonner tout seul ». L'avocat de Didi argumentait que les freak-offs étaient consentis par tout le monde. Mais l'assistant du procureur rappelle que ce n'est pas ça la loi. Je cite « Quand les gens sont menacés d'être dénoncés, qu'ils sont battus, ils ne peuvent pas consentir. Ça, c'est du trafic ». Et c'est un peu ça la subtilité de cette affaire. C'est que les violences physiques sont pour la plupart trop anciennes. Comme pour la vidéo de Cassie, vous vous rappelez, la police avait direct dit qu'il y avait prescription. Donc on ne l'a pas arrêté pour ça. Mais malgré tout, la violence et la drogue, c'est des éléments qui vont revenir tout au long du procès, car c'est ce qui permet d'affirmer que les victimes ont été forcées de participer aux freak-offs. Si vous êtes battu ou drogué pour faire des performances sexuelles, alors escorte ou pas, vous n'êtes pas consentant. Maintenant, ajoutez par-dessus l'enregistrement des freak-offs pour le chantage, le transport d'escorte à travers les États, tout le concept de l'entreprise Coms, comme je vous l'ai expliqué, et on est sur un vrai trafic sexuel, si la culpabilité est reconnue. Donc, une partie du travail du procureur sera de prouver qu'il y a eu des violences liées aux freak-offs. On a encore d'autres extraits de messages venant d'une victime et adressés à Didi. « Je tourne la tête une seconde et tu t'emportes et tu me traînes par les cheveux le long du couloir. » Ça, a priori, c'est Cassie. « J'ai des coupures qui saignent. Tu m'as frappé à la tête 2 bonnes fois. Quand tu te mets dans ces mauvais états, tu veux toujours me montrer que tu as le pouvoir et tu me tabasses. Je ne suis pas une poupée de chiffon. Je suis l'enfant de quelqu'un. » I told you, I know your dad for a long time. He did that shit. Guilty as fuck. Encore un autre message édifiant d'une victime juste après que la plainte de Cassie ait été rendue publique. On a l'extrait de la retranscription. Tôt le 19 novembre, c'est-à-dire 3 jours après le dépôt de plainte civile par une autre victime, l'accusé a reçu un message de cette autre personne en réponse. « J'ai l'impression de lire mes propres traumas sexuels. Cela me rend malade comme en 3 bonnes pages, mot pour mot, sont exactement mon expérience et mon angoisse. » L'accusé a ensuite appelé la victime 2 fois. Voici les enregistrements. Et dans ces enregistrements, il la gaslight et a tenté de la convaincre qu'elle était d'accord pour participer. Voilà, donc c'est plein de petits exemples comme ça qui sont sortis. En plus, le procureur argumente que depuis la plainte de Cassie et le début officiel des emmerdes, Didi a passé son temps à harceler, pressionner, corrompre des victimes et témoins potentiels pour qu'ils parlent pas à la police ou qu'ils disent une certaine version. Il a les moyens d'intimider qui il veut. Et c'est pour toutes ces raisons que sa libération sous caution a été refusée. Encore. J'ajouterais que les gens qui ont parlé publiquement sur Didi ont déjà dit qu'ils vivaient dans la peur des répercussions. Des gens comme Tiffany Reid ou Lil Rod, mais aussi la femme qui s'est fait tirer dessus au visage en 1999. Elle s'appelle Natania Reuben, et depuis là, elle a toujours dit que c'est Didi qui lui a tiré dessus, mais elle n'a jamais obtenu justice. Au lieu de ça, Didi s'en est sorti en mettant tout sur le dos de son artiste Shine, qui a pris des années de prison à sa place. When I was a 18-year-old kid, just wanting to do nothing other than make my mother proud and make Belize proud and be recognized for our talent and take over the world, I was defending him and he turned around and called witnesses to testify against me. He pretty much sent me to prison. Les histoires et les crimes de Didi vont tellement loin, on n'en verra jamais le bout. Et on pourra sans doute jamais le faire condamner pour tout, mais au moins pouvoir faire en sorte qu'il arrête de faire du mal aux gens, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite la condamnation ou pas, ça c'est le juge qui décide. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous pensez que le procureur a des preuves assez concrètes pour faire condamner Didi? Le procès là, ça va vraiment être le feu. D'après vous, qui de l'industrie va oser venir témoigner contre Didi, à part 50 Cent? Est-ce qu'il faut écouter Nicki quand elle parle comme ça là? Allez, on se parle en commentaire.